Carl Weiss, président de l'Association des médecins microbiologistes infectiologues du Québec, bonjour. Merci encore une fois d'être avec nous en ce vendredi. Bien, écoutez, je m'en voudrais de ne pas vous poser comme première question. Qu'est-ce que vous pensez du plan de dépistage qui a été proposé aujourd'hui par le docteur Arruda? Vous savez, c'est le nerf de la guerre de tester. Je pense que tout le monde est conscient et au courant de ça depuis longtemps. La question, c'est que c'est pas vraiment un nouveau plan. C'est juste le fait qu'il faut augmenter notre capacité de faire des tests, ce qu'on essaie de faire au Québec depuis, je vous dirais, longtemps. Donc là, on fait à peu près 6 000, 7 000 tests par jour. Il y a eu toutes sortes de problèmes d'approvisionnement au niveau des tests, au niveau de la difficulté de faire des tests pour toutes sortes de raisons. On a fait des tests un petit peu de façon aléatoire. Ça a été énormément de travail de la part de beaucoup de gens, mais on était limité dans notre capacité. Alors là, on veut déconfiner. On est obligé d'avoir une capacité accrue en termes de tests pour pouvoir suivre des éclosions potentielles, pour pouvoir suivre l'épidémiologie potentielle, surtout au niveau des écoles et au niveau, par exemple, des industries. Imaginez-vous une usine où vous allez avoir 3-4 employés malades et vous voulez savoir combien sont réellement malades. Parce qu'il faut savoir qu'actuellement, on n'a pas l'image actuelle de l'épidémiologie dans la communauté. On n'a pas le portrait. Parce que quand on annonce, et ça fait longtemps qu'on le répète, quand on annonce le nombre de tests de nouveaux cas positifs par jour, c'est le nouveau cas parmi les gens qu'on teste, c'est-à-dire des populations très ciblées, les patients hospitalisés, les gens dans les CHSLD, les travailleurs de la santé, mais on n'a pas le nombre de gens malades dans la population générale. Et on le sait, parce que des fois, on a des patients hospitalisés qui nous disent clairement qu'il y a 3, 4, 5, 6 personnes autour d'eux qui sont malades. On ne les a pas testés, ces gens-là. Alors, ce que ça dit qu'il y a probablement, peut-être, il y a des études qui montrent, est-ce que c'est une personne qui est testée sur 12, une personne sur 15, une sur 20? Ça peut varier selon les études, mais c'est probablement dans cet ordre de grandeur. Bon, on a appris aujourd'hui de la plume de mon collègue Thomas Gerbet qu'il y a des travailleurs, en tout cas le ministère de la Santé aurait autorisé, en dernier recours, il faut le dire, des travailleurs de la santé à se rendre en institutions, CHSLD, autres hôpitaux, avant la fin de leur période d'isolement et ayant même le virus. Alors, c'est assez étonnant, ça, même en dernier recours. Là, je sais qu'on manque de travailleurs, mais qu'est-ce que vous pensez de ça? Bien, écoutez, c'est vraiment en dernier recours. C'est même un petit peu dangereux parce que là, on a des gens qui sont potentiellement infectieux. Ces gens-là, d'abord, doivent se déplacer de leur domicile vers leur endroit de travail. Donc, comment est-ce qu'ils vont le faire? Est-ce qu'ils vont porter un masque continuellement? Donc, il y a plusieurs questions qu'on peut se poser par rapport à ça. Je pense que aussi une des questions qu'on peut se poser, c'est que dans les CHSLD, il y avait toute une capacité de jeunes travailleurs qui étaient disponibles et qui auraient probablement dû être mobilisés relativement rapidement. Vous savez, on a beaucoup d'étudiants en médecine au Québec, il y en a 4 000, il y a probablement une dizaine de milliers d'étudiantes ou d'étudiants en sciences infirmières, il y a aussi beaucoup d'étudiants dans les sciences de la santé, donc il y a facilement 30-40 000 jeunes relativement en bonne santé qui ont très peu de risques de faire des complications et qui étaient disponibles et qui viennent des domaines de la santé où ça aurait été en plus de ça un apprentissage humain et en plus de l'aspect scientifique d'aller dans ces CHSLD. Ouais, d'envoyer des gens qui sont malades dans les CHSLD, c'est un peu dangereux parce que ces gens-là, est-ce qu'ils vont retourner après dans d'autres milieux de la santé? Vous savez qu'actuellement, on n'a pas cloisonné le milieu de la santé. Alors imaginez-vous qu'on a des gens qui travaillent dans des hôpitaux de soins aigus, par exemple une urgence, on les a pris, on les envoie dans les CHSLD, on leur dit vous êtes malade, on est vraiment mal pris, vous allez continuer de travailler. Et à ce moment-là, on va leur dire, après ça, vous allez revenir dans votre environnement. Alors, on ne sait pas trop comment ce truc-là est géré, mais c'est sûr que c'est un risque. C'est un peu inquiétant, oui, c'est un peu inquiétant. Il ne faut pas oublier que ces gens-là doivent aussi aller de chez eux au CHSLD. Donc, comment est-ce qu'ils font ça? Bon, question du public. Il y a une question qui nous est posée. Au Royaume-Uni et en France, les enfants sont hospitalisés avec des symptômes inflammatoires graves. Ils parlent de la maladie de Kawasaki. Est-ce qu'on doit craindre ça pour les enfants ici également? Ceux qui développent, là, par exemple, de l'inflammation des orteils, on a vu des photos de ça cette semaine, là? Ben, écoutez, c'est très possible, mais c'est quand même des cas très rares. Vous savez, en médecine, on a tendance à rapporter ce qui est inhabituel, ce qui est plutôt rare. Donc, il y a une espèce de biais, probablement, dans ce qu'on rapporte. Alors, oui, ça existe. Oui, le syndrome de Kawasaki a été rapporté en Grande-Bretagne. Il y a en France des gens qui ont rapporté des choses similaires et une certaine des syndromes inflammatoires du tube digestif, mais c'est l'exception plutôt que la règle.
pour l'immense majorité du temps, les enfants, surtout ceux en bas de 10 ans, ont très peu de problèmes avec la COVID-19. Et les adolescents, c'est très rare aussi d'avoir des problèmes. Il nous reste, Dr. Weiss, très peu de temps. Je m'excuse de vous interrompre. Une autre question en terminant. Si Montréal est la ville qui a le plus haut taux de contamination, est-elle aussi la ville qui a le plus grand nombre de personnes immunisées? Peut-on utiliser cette logique ou pas? Oui, tout à fait. En effet, l'un va avec l'autre. À un moment donné, comme je vous dis, si pour chaque test positif, vous en avez à peu près une quinzaine qui ne sont pas testés, mais qui ont quand même fait la maladie, c'est qu'il doit avoir une proportion de la population qui est plus élevée en termes d'immunité à Montréal qu'à Québec et que certainement dans d'autres régions du Québec. Bien, M. Weiss, Dr. Weiss, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je vous souhaite une bonne fin de semaine et on vous retrouve la semaine prochaine. Au revoir. Merci également. Merci. Bonne soirée.